Salut, je sais pas comment tu es arrivé sur cette vidéo, si c'est parce que tu as cliqué dessus ou si c'est parce que, effrayé d'une vidéo de plusieurs heures, tu t'es dit non, il y a que cette vidéo là qui m'intéresse parmi le bilan 2023 de Flavien. En tout cas, bienvenue. Donc, l'idée, cette introduction va être là pour toutes les vidéos un peu sorties du bilan 2023 qui sont là si vous avez trop peur de la durée globale du bilan et qu'il y a juste telle catégorie qui vous intéresse. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est extrait directement de la vidéo globale du bilan 2023, ce qui fait que, où je parle vraiment de tous ces jeux et même plus, où j'ai catégorisé comme ça, compartimenté un peu par type de jeu et par catégorie, donc je vais vous dire après ce qu'il y a si vous êtes curieux, mais donc juste, soyez conscient que c'est sorti d'un truc plus global. Alors normalement j'ai essayé de faire gaffe, mais il est possible qu'il y ait ici et là quelques incohérences ou quelques trucs dont la référence n'apparaît pas dans la vidéo, c'est que ça vient d'une autre partie de la vidéo bilan. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous dis un petit peu ce qu'il y a comme vidéo, là vous êtes dans celle-ci qui est, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, si jamais il y avait aussi les déceptions, les trucs originaux mais pas forcément entièrement aboutis, les trucs qui sont un peu du réchauffé, un peu du déjà vu mais qui sont agréables, il y avait aussi les jeux solo, les jeux à deux, les surprises, les ressorties, donc c'est les vieilleries qui sont ressorties en 2023, et également le top du top, évidemment, les quelques jeux qui m'ont le plus marqué. Donc voilà, là je sais pas dans quelle partie vous êtes, vous y êtes, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes là par choix, j'espère que personne vous a contraint, mais encore une fois, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller voir les autres qui sont en lien dans la description, etc. Vous pouvez le faire ici aussi, comme sur l'autre bilan, vous pouvez mettre un petit pouce, il y a un petit Buy Me a Coffee dont je vous mets le petit QR code et puis le petit lien si jamais vous avez trop de sous et que vous savez pas quoi en faire, vous attendez juste à aucune contrepartie, c'est pas le but, voilà, n'hésitez pas à commenter, pour le coup, sur le bilan 2023, je vous invite à commenter sur n'importe quelle partie, autant ici, n'hésitez pas à commenter mes choix dans la catégorie dans laquelle on est, et à parler des jeux que vous avez découverts dans cette catégorie, alors que ce soit les déceptions, les jeux à deux ou quoi, ça dépend en fait du titre de cette vidéo. Voilà, on part en fait pour l'intro qui était dans le bilan 2023 de cette catégorie, qui peut-être ne va faire aucun sens, mais en tout cas, on y va. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous le savez, mais y a plein de jeux que je n'aime pas, notamment les jeux qui manquent de personnalité, notamment les jeux qui réutilisent des trucs déjà vus, et qui tournent mais qui n'apportent absolument rien en termes de sensation de jeu, et chaque année, il y a tellement de jeux qui sortent, et les trois quarts sont, à mon sens, mauvais, médiocres, inutiles, remplissent les rayons des boutiques et remplacent des trucs qui auraient plus leur place et qui mériteraient d'être plus joués pour des trucs qui vont durer une semaine et qui vont juste être là pour dire que ça existe et que les éditeurs vont sortir en espérant qu'il y en ait peut-être un qui marche un peu mieux et qui tienne ne serait-ce que 2 mois. On est en période de solde là où j'enregistre, on retrouve des jeux qui sont sortis il y a quelques mois, on se retrouve en fait dans des systèmes comme dans le jeu vidéo ou quoi, où on sort à tire-larigot et puis peut-être qu'il y en a un qui marche et sinon c'est soldé dans les 2 mois. Je vois pas à quel moment ça valorise ni la création, ni le côté culturel du jeu de société en faisant juste un objet de consommation pure, où on consomme, on fait une partie, 2 parties, c'est déjà vu, je le balance, je le revends, et de toute façon il disparaît des étals, et au bout de 3 mois, plus personne ne saura quel était ce jeu. Donc, beaucoup de jeux qui ne me plaisent pas, pour plein de raisons, parfois parce que ça va être des déceptions, pour des attentes ici et là, parfois parce que c'est pas mon genre de jeu aussi, ça peut arriver, mais dans l'ensemble, moi je suis client d'à peu près, sauf exception, comme les jeux abstraits ou les jeux de déduction, je suis client d'à peu près tous les genres de jeux tant que ils ont quelque chose, tant qu'ils me transmettent une émotion. Alors évidemment, c'est une question de sensibilité, quelque chose qui va pas moi me transmettre une émotion, pourra la transmettre à vous. Reste que là, cette année, moi il y a beaucoup de jeux qui sont sortis, et que je trouve tout simplement inutiles, et qui prennent de la place, et je regrette que ça prenne de la place à des jeux que je trouve bien meilleurs, et que j'aimerais tellement que plein de gens découvrent. Et il y a tellement de bons jeux en fait qui sont pas édités, pas localisés, et plutôt que ça on s'amuse à localiser tout ce que vous voyez autour de moi, et des trucs qui vont être déjà vus, qui vont pas apporter grand chose. Donc on va être un peu négatif, parce que c'est important quand même. Alors évidemment je ne crache pas sur les humains qui ont travaillé, je ne rejette pas le fait qu'il y ait du travail sur ces jeux, parfois pas mis aux bons endroits, et quel que soit le moment du travail, que ce soit l'éditeur, l'auteur ou quoi, parfois pour moi ça va pas être du travail qui va être mis au bon endroit, ou de la bonne façon. Il y a quand même du travail, je le respecte, c'est pas contre vous, le prenez pas contre vous, encore une fois, c'est contre les jeux et le peu de sensations ou les mauvaises sensations qu'ils m'ont procuré, mais à la limite je préfère un jeu qui me procure des mauvaises sensations plutôt qu'un jeu qui ne m'en procure aucune,
Et donc on va commencer à tailler dans l'art avec les déceptions. Oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors des déceptions, vous en voyez autour de moi, mais il y en a d'autres, heureusement je les ai pas toutes. Je vais lister d'abord celles que j'ai pas ici, en disant quelques mots. Elawa, d'abord, je vous mets les infos sur auteur, illustrateur et éditeur, etc. Donc Elawa, je crois que c'est chez Bombix. En dessous, là c'est Corentin Lebras, je crois, accompagné par Yohan Goupy. Joué sur BGA, non pourri, pour dire que c'est la Wallée à l'envers. Ok, pour prendre les ressources, etc. C'est de la Wallée, ça apporte pas grand chose. LOL, t'as trouvé ton petit truc pour trouver des ressources, mais en fait ça sert à rien. J'ai bien aimé Far Away du même auteur, ou des mêmes auteurs, je sais plus si c'est Yohan Goupy ou pas. Mais en tout cas, parce qu'il y a un système intéressant, quand bien même le but de Far Away est assez quelconque, au moins j'en retiens son système. Dans Elawa, tout est quelconque, que ce soit le système de prise de ressources, qui ne procure que dalle en termes d'émotion, que ce soit le système des cartes de tribu, que ce soit bon, c'est plus subjectif et tout, mais la police du titre, que je trouve, et même le nom du titre, que je trouve nul, et tout ça, en plus, c'est pour scorer de manière ultra classique. Ça apporte rien en termes d'émotion, en termes de nouveautés ludiques, en termes de scoring, en termes de système. Il y a plein de jeux qui utilisaient déjà l'égrainement, le Mancala ou quoi, de meilleure manière. Donc Elawa, pour moi, un gros raté. Spellbook, un autre gros raté pourtant d'un auteur que j'aime bien, Phil Walker Harding, chez un éditeur qui est capable de faire des bonnes choses. Il a fait Elysium, les Space Cowboys quand même. Bon, voilà, Spellbook, j'ai donné plusieurs chances. J'ai même donné la chance de... Allez, d'accord, je vais pas utiliser ta configuration de base qui est toute pourrie, parce que tu dis qu'elle est toute pourrie et que c'est pas comme ça que ça va révéler le jeu. Pourquoi tu l'as fait exister dans ce cas? C'est pas pour des questions d'accessibilité, il y a des choses accessibles qui sont bien. T'es pas obligé de faire un truc pourri pour que ce soit accessible. J'ai essayé et c'est pas mieux parce qu'en fait le système est claqué, y a rien qui marche, y a pas de sensation de montée en puissance, y a pas de création de moteur, y a quelques synergies entre sorts mais les sorts sont pas intéressants, la structure du tour est nulle. Y a en plus le côté random des matériels, mais ça à la limite moi ça me dérange pas, le hasard et tout, je m'en fous, juste donne-moi des sensations, donne-moi des émotions. Phil Walker Harding a réussi avec Gizmos à faire des trucs en cascade, il est capable, avec Spellbook, ça marche pas, en plus je trouve ça pas très joli, aucun intérêt. Cozy Casa, encore Phil Walker Harding décidément, mais cette fois avec Matthew Dunstan, ces deux-là sont capables du meilleur comme du pire. Cozy Casa, c'est clairement le pire, c'est chez Gigamic, et c'est tout pourri. C'est déjà, moi j'y ai pas joué en physique, mais il paraît que le matériel, parfois il y a quelques ratés quand on glisse les trucs, cette fameuse verticalité qui en fait mène à un truc complètement raté. L'idée c'est de faire ces petites étagères. Pourquoi? Pour marquer des points à la con, en faisant des connexions, en remplissant ses objectifs, blablabla, on s'en fout, le système de prise en plus est pas clair, et pas limpide, moi j'y joué que sur BGA, donc heureusement le truc me disait ce que j'avais le droit de faire, mais j'ai toujours du mal à l'expliquer, alors que dans l'idée c'est pas compliqué, mais il y a plein de jeux qui sont beaucoup plus complexes et qui se comprennent beaucoup plus facilement, voilà. Cozy Casa, aucun intérêt, voilà, la verticalité c'est bien joli, mais quand c'est pour faire un jeu de merde, gardez-vous-en. Moonriver maintenant, chez Blue Orange, évidemment King Domino marche, donc on fait Queen Domino, on fait King Domino, je ne sais quoi, on fait King Domino à Duel, on fait King Domino, on fait Dragomino, qui est pas mal. Évidemment, on prend la licence et on la bouffe parce que ça rapporte de la thune. Et donc là, Moonriver, un jeu King Domino, voilà, ils ont pas mis de domino dans le truc. Et donc là, Bruno Catala est accompagné par Johan Servet, et c'est là, et au lieu de prendre des dominos, on va prendre des pièces de puzzle qu'on va assembler pour apporter un peu plus de contrôle, sauf que ça rajoute de la complexité et du choix de décision qui n'est pas intéressant à un jeu qui n'en avait pas besoin. King Domino est très bien comme il est avec son système de scoring simple, son système de prise de tuiles que moi j'aime bien, qui est repris ici, et d'initiative. Sauf que là, ouais, alors ça crée un peu d'interaction et tout, mais en fait tout ce que ça rajoute, c'est de la lourdeur inutile, un peu comme King of New York l'avait fait, un peu comme Welcome to Las Vegas l'avait fait. Arrêtez de vouloir complexifier à tout prix des jeux en rajoutant des choses inutiles et qui les éloignent de leur essence. Triqueta maintenant, monsieur Stéphane Dora, avec je crois Ralph Solinde, il me semble. Triqueta, messieurs les Allemands, vous connaissez Michael Schacht, et qui a fait Coloretto. De quel droit, vous qui avez fait des jeux aussi bons que For Sale ou que Niet,
vous permettez de voler cette idée en la rendant moins bien, parce que Triqueta c'est Coloretto en moins bien. Alors ça aurait été des nouveaux auteurs, j'aurais craché sur l'éditeur, en l'occurrence c'est localisé par Gigamic. Ok, il y a des petits trucs un peu plus épais, parce qu'aujourd'hui c'est bien comme dans Azul ou Splendor de donner du toucher, sauf que si c'est pour un jeu de merde, moi j'ai le plaisir de toucher mais j'ai pas le plaisir de jouer, c'est un jeu de société que tu me vends, c'est pas un objet de déco. Et c'est pas non plus un objet pour le tactile de la sensation zen et un jardin zen, c'est pour jouer. Et le jeu est pas nul, Triqueta c'est pas tout pourri, mais juste chez Coloretto quoi. Et encore une fois ça aurait été des nouveaux auteurs. Je peux pas exiger de tous les auteurs qui commencent qu'ils aient connu Coloretto et tout, je veux dire ça, chacun se fait sa culture ludique comme il ou elle peut. Mais là, qu'on vienne pas me dire que Dora et machin connaissent pas Coloretto, c'est impossible, c'est la même période, c'est des vieux auteurs allemands, forcément ils connaissent. À quel moment tu te regardes dans la glace en te disant ouais, bah vas-y, pareil, je prends ma petite truc, et puis, ou bien je prends la ligne, et puis je score, et en plus c'est moins intéressant parce qu'il y a moins de contraintes, et je peux même mettre des trucs de côté. Donc, réserver des trucs qui ne me contraignent pas parce que je suis pas obligé de les ajouter à la fin. Voilà, Triqueta, Coloretto en moins bien, plagiat, repompe, de la part d'auteurs qui connaissent Coloretto, c'est une honte. Dice Manor c'est un peu moins pire, hein, je m'énerve là depuis tout à l'heure, mais Dice Manor, pourquoi est-ce que ça m'a déçu? Lui, c'est une vraie déception. Parce qu'il y a le système de Las Vegas. Las Vegas, qui est un jeu que j'adore, de Rudiger Dorn, et dans lequel on balance des dés, et on est obligé de choisir un groupe de dés de la même valeur pour les placer sur un casino, et il y a plein de trucs qui se passent dans Las Vegas, c'est un jeu génial, du suspense, des rebondissements. Dice Manor propose ce même système de placement de dés, qui est pas quelque chose qui est si fréquent, je crois, qui est pas unique à Dice Manor ni à Las Vegas, mais qui est agréable, et j'aime bien en fait les choix que ça mène et tout. Sauf que là, c'est pour prendre des pièces d'un manoir, hein, comme le dit le titre, et la partie placement de tuiles, puisque c'est un mélange donc entre jet de dés et placement de tuiles, est nul à chier, c'est-à-dire que c'est vraiment du vu, du revu, essayer de faire des connexions pour faire ci, pour faire ça, machin truc. C'est inintéressant au possible, c'est longuet, c'est puzzly, c'est un peu brain, c'est au niveau du rythme, c'est pas agréable. Et pourtant, y a de l'interaction dans la pose de dés, hein, c'est vraiment le côté pose de tuiles que je trouve inintéressant, et qui, finalement, le côté cool à la Las Vegas du placement de dés passe vraiment au second plan, et donne un jeu qui, finalement, avait une promesse, pourquoi pas, c'est pas le pire des jeux des déceptions, je referai avec plaisir une partie, je vous conseille de l'essayer d'ailleurs, mais j'ai trouvé l'ensemble assez fade et assez plat. On continue avec Roa qui pourrait être par ici parce que je l'avais acheté, il était sorti en tout début d'année, mais je l'ai revendu et j'en suis ravi, c'est de Théo Rivière et Johan Goupy chez Greux Games avec cette couve que je trouve moi hideuse, je trouve les illustrations très très réussies dans l'ensemble, mais la couve complètement ratée, le plateau, alors là j'en parle même pas, ce truc marronasse un peu dégueu, mais sinon très très bon travail de la part de l'illustrateur qui a aussi fait les Grignette, je crois. En tout cas, super travail. Si le jeu a servi à quelque chose, c'est au moins me faire rendre compte du travail de cet illustrateur. Sinon, c'est pareil, pas le pire des jeux qui soit de la catégorie, mais c'est affreusement quelconque. Il y a ce petit côté où je vais activer des bidules, des machins, où je vais essayer de prévoir des machins et des trucs. Le côté draft dont on a à peu près rien à foutre, c'est pas un jeu sans interaction. J'aime bien l'interaction qu'il y a avec le vol des... je sais plus comment ils appellent ça, des divinités ou quoi, qui sont intéressantes, mais dans l'ensemble, en fait, les sensations de jeu, c'est des sensations de jeu qu'on a déjà vu 10 milliards de fois, qui apportent rien de nouveau. Il y a une extension, je sais pas ce qu'elle apporte, je l'ai pas essayé, mais j'ai essayé sur BGA, j'ai essayé en vrai, j'ai essayé dans plusieurs configurations, et finalement, je l'ai assez vite revendu, parce que, j'ai 26 milliards de jeux comme ça, et qui font les choses mieux, donc inutile. La Init, alors celui-là, Roa, je disais que c'était pas le pire, celui-là c'est un des pires. La Init, le petit jeu de votre été de chez Gigamic, inintéressant au possible, aucun intérêt, petit jeu de cartes, j'en ai 26 000 qui font des choses mieux, il y a Mind Up qui est sorti cette année qui fait les choses mieux, j'ai Kabanga qui est sorti, qui est un petit... Enfin, j'aime bien moi les petits jeux de cartes, y'a pas de soucis, juste il faut qu'ils soient bons, et la Init c'est tout pourri. Forêt Mixte, je sais plus qui l'a localisé, mais celui-là c'est pas le pire non plus. Attention, Forêt Mixte, il y a plein de trucs cool, par exemple son système de rivière, et le fait de payer nos cartes avec d'autres cartes, mais sauf que on va pas les défausser mais les rendre disponibles, soit à nous plus tard, donc ça peut être intéressant, soit aux autres, donc faut faire un peu attention à tout ce qui se passe, notamment si on joue à deux, on a quand même une bonne vision sur ce qui peut intéresser les autres. Moi, j'étais un peu déçu, je trouve que la partie tire en longueur inutilement, et également ces fameuses cartes découpées là, j'espérais que ça ait un peu plus d'ampleur en termes de propositions que juste
et ben tu mets la carte gauche ou droite, ou la carte haut ou bas, qu'on puisse les bouger et tout, un peu comme dans un Innovation, et que, je sais pas, ça vive, une forêt ça vit, là c'est... Alors effectivement il y a des petites synergies et tout à trouver, mais qui sont assez classiques, que ce soit de la collection, des trucs où on dit ben tu vas avoir des points si t'as ces 2 espèces et tout, c'est pas original pour un sou, le découpage des cartes finalement c'est du pur gimmick, tout marque les points, les arbres, les machins, les trucs, et je trouve pas que on soit vraiment contraint dans quoi que ce soit, et qu'il y ait vraiment beaucoup d'enjeux intéressants dans le jeu. Comme dit, il y a ce système de rivière, enfin de rivière forestière, qui est intéressant parce qu'on met à disposition, et notamment le fait que quand on atteigne 10, on a des gages, c'est aussi intéressant d'un point de vue du tempo. Bon, voilà. J'ai essayé en vrai, sur BGA, à 2, à plus, et j'y ai pas trouvé mon compte. Là aussi, en termes de sentiment de jeu, trop de choses que je connais déjà. Et puisqu'on parle de sentiments de jeu parfaitement déjà vus et revus, c'est Planet Unknown qui a marché. Pourquoi sûrement que les gens l'aiment, c'est bien, c'est un jeu de pose de tuiles de Polyomino comme il y en a des centaines, enfin peut-être pas des centaines, au moins des dizaines depuis que Patchwork est sorti, tout le monde s'amuse à faire ça et pas que Uwe Rosenberg. Et Planet Unknown, Kickstarter, pourquoi? Parce qu'il y a le plateau à fromage qui tourne. Ça change un jeu, hein. Alors c'est pas inintéressant parce que ça offre un peu de choix, d'un point de vue de l'ergonomie évidemment que c'est pas mal. À 2 aussi on peut prévoir ce qu'on... Non, à 2 on va pouvoir prévoir ce qu'on va récupérer, à plus ça va permettre de le tourner vers ce sur quoi on veut, ça peut aussi permettre de proposer aux adversaires des tuiles qui les intéressent pas, sauf qu'en fait, déjà on va pas les regarder, et en fait toutes les tuiles sont bien et on en a rien à foutre et tout se voit à peu près, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, on va monter sur des pistes qui vont faire des bonus à peu près partout, voilà, aucun intérêt supplémentaire, enfin je veux dire, ouais, les petits rovers, machin, truc... Je souffle parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Je veux dire, moi pourtant, un Rise, on avance sur des pistes, mais il y a des choses qui se passent, de la cascade machin, là aussi, mais sauf que c'est plat. J'ai jamais l'impression de construire ma planète, thématiquement on n'en a rien à faire, il y a mon petit rover qui bouge certes, mais c'est juste pour gagner des points en allant chercher les météorites ou les trucs de survie. Il y a bien les planètes asymétriques, je les ai pas assez essayées, peut-être que ça change tout. Je râlais pour Spellbook, qui dit « Ah non, mais attention, ça c'est nul quand vous jouez au jeu de base qu'on vous propose, mais c'est peut-être bien après. » Bah, peut-être que là, oui, mais là, je lui ai pas encore donné sa chance. Alors, je lui donnerai peut-être sur BGA pour la science, hein, c'est le cas de le dire. Mais bon, voilà, il y a une extension et tout. Ça a très bien marché partout. C'est bien la preuve que on peut encore faire une débauche de matériel, et que dire « Hey, regardez mon plateau à fromage, je vais le mettre au micro-ondes, et puis ça va marcher, et ça va faire un super jeu. » Ben non, c'est jamais ça qui fait un bon jeu, malheureusement. Planet Unknown, c'est très très oubliable. Et on va pouvoir passer aux jeux qui sont autour de moi, donc que j'ai quand même gardé dans ma ludothèque, souvent parce que j'ai pas réussi à les vendre. Blogs en fait. Alors là-dedans il y a Alan Moon et Bobby West. Bobby West je ne le connais pas. Alan Moon c'est quand même Monsieur Aventurier du Rail, qui a pas fait que ça, hein, il a fait Elfenland aussi, très bien. Chez Matago qui ont sorti je ne sais combien de jeux, hein, c'est pas la peine hein, de tout sortir. Jeu d'ambiance, illustré par Monstroman, et c'est tout pourri, jeu où il faut faire deviner des mots. Alors nous on pense en plus, quand on a joué, avoir identifié des erreurs de traduction sur les mots. Il y a un tiers des cartes qui n'a pas de mots, parce que comme ça, alors j'exagère peut-être un quart ou un cinquième, je sais pas, parce que c'est bien de nous donner des mots qu'on peut personnaliser, sauf que à un moment, mettez quand même du contenu dans votre jeu, quoi. Et donc là, en plus, c'est les blogs en fait, parce que on va utiliser des blogs de forme rigolote pour essayer de faire deviner les mots. On a rigolé, je vais pas vous mentir, mais c'est parce qu'on faisait les cons, c'est pas parce que le jeu est drôle, c'est parce que y a les contraintes qui sont pas très intéressantes, qui sont de jouer avec la main faible, ou de fermer les yeux, et en fait, pourquoi on a rigolé? Parce que moi j'avais les yeux fermés, que j'ai fait tomber des trucs, et que je les gardais fermés comme un idiot. Est-ce que ça fait un jeu de qualité? Je ne crois pas. Très faible au niveau des contraintes de pause, il y a même pas de timer, donc en fait dans l'absolu tu peux rester le temps que tu veux, voilà. Et en plus les blocs, alors ils ont l'originalité de la forme, mais je sais pas, il y a quelque chose qui colle pas, je trouve, entre les blocs et les mots, bon, voilà. Essayez peut-être en barrageux pour vous marrer un coup, ça reste très oubliable pour un jeu d'ambiance. On va rester sur les jeux d'ambiance avec Champion, là aussi il y a un souci de contenu, hein. C'est-à-dire que le contenu c'est toi qui le crée, en fait le jeu c'est juste un système des Lartinchons, édité par Repoprod. Bon, voilà, c'est pareil, j'ai rigolé en faisant des parties parce que c'est un peu un profiler à l'envers qui est beaucoup moins bien que Profiler. J'explique un peu pourquoi dans la vidéo où j'en parle, c'était dans les découvertes de mai-juin, ou de juin-juillet sûrement,
enfin de juillet, je l'avais découvert après PEL. C'est moins bien que Profiler parce que les choix se font pas au même moment et que du coup les discussions ne se font pas non plus de la même manière. Ça crée quand même des conversations parfois rigolotes, même si les propositions de thèmes sont moins intéressantes que dans Profiler, je trouve. Donc finalement, c'est pas nul. Le système de grands tournois est rigolo, le système de paris aussi, mais finalement on se retrouve face à quelque chose quand même d'assez convenu en termes d'émotion, et je vois pas pourquoi je le sortirais dans un monde où j'ai Profiler, même si je sais que Profiler n'est pas édité. Rééditer Profiler plutôt que de sortir ça en fait, tant qu'à faire. Celui-là, la Pentaquark Microgame de chez Matago. Matago qui est bien représenté là, hein, là. Microgame incompréhensible, c'était un des premiers solos je crois de la gamme de Buttonshy de Mike Mullins. Voilà, règle incompréhensible, obligé d'aller voir des vidéos. A priori je suis pas le seul, tous les gens avec qui j'en ai parlé, c'était... T'as compris la règle de Pentaquark? Non? Mais heureusement il y a des gens qui ont fait des vidéos pour qu'on puisse les consulter. Pensez que ça c'est le Pentaquark en question, ça peut vous aider, gardez la boîte à portée de main si vous voulez vous faire du mal. Sinon système inintéressant. Là, j'aime bien les illustrations générales de cette gamme, là c'est même pas le cas. Tout est un peu télé-scripté, j'ai pas l'impression de faire des choix très intéressants, je suis jamais sûr que si j'ai gagné ou perdu, vraiment très naze. Et tant qu'on est chez les microgames, celui-là est un peu moins pire, donc de Lucas Gentry, convoyeur très spatial, à part son nom pourri. Là les illustrations sont plutôt cool, donc c'est toujours chez Matago évidemment. Celui-là, j'en ai fait un Tajwa Aqua, il y avait une vraie promesse, qui malheureusement n'est pas réalisée, une promesse un peu de roleplay, de personnalisation du vaisseau, de plein de systèmes de cartes un peu en tapis roulant, où ça va d'abord être une ressource, ça va devenir ça, tandis que lui va devenir ça et tout, et ça tourne comme ça, et c'est pas inintéressant, sauf que la plupart des effets sont assez quelconques. Alors je le dis à chaque fois que je parle du jeu, mais c'est un jeu qui a pas mal d'extensions, donc peut-être qu'avec des extensions et d'autres cartes, ça devient intéressant, parce qu'il y a des effets avec un peu plus de personnalité. Là c'est un peu plat, et malheureusement tout se résume un peu à la phase de marché, où juste on va essayer d'optimiser, de acheter des ressources moins chères pour les vendre plus chères, pour finalement acheter ces fameux xénocristaux avant que les aliens nous les piquent. Là aussi les aliens auraient pu avoir un peu plus de personnalité. Donc dommage, pas le pire qui soit, notamment bien meilleur que celui-là, que Pentaquark, mais quand même, malheureusement, un peu dommage, parce qu'il y avait une promesse, et le résultat est malheureusement pas à la hauteur de la promesse. Un autre jeu qui avait une promesse, c'est Bubbly, de Tobia Bota, promesse visuelle. Déjà j'aime bien cette gamme de Helvétique, même s'il y a beaucoup de jeux qui sont assez quelconques. Ça fait partie de ces jeux où on dit encore de 6 à 99 ans, dis donc. De 2 à 4, 15 minutes, blablabla. Je sais pas qui a illustré, je vous le mets en dessous de toute façon, mais parce que je trouve les illustrations plutôt chouettes. Et il y a une vraie promesse en fait de la bulle qui bouge et qui se déplace sur un circuit. Celui-là il est en vente depuis que j'ai fait la vidéo dessus et il est pas parti. Mais il y a vraiment une promesse presque un peu qui vend quelque chose en tout cas, avec cette histoire de parcours et de la bulle qui se déplace, et de quelqu'un qui joue la bulle je crois, et les autres qui jouent le vent. Enfin on me dit tu vas jouer une bulle, tu vas jouer le vent, c'est quand même rare. Alors je vous conseille d'y jouer à 2, parce qu'à 3 ou 4 on partage juste le rôle du vent, on est 3 vents ou 4 vents, 2 ou 3 vents. Mais finalement derrière cette promesse en fait tout est un peu scripté, les choix sont pas très intéressants. Alors je sais que ça peut être pour les enfants, je crois qu'ils disent à partir de quel âge, de 6 ans, mais en vrai il y a plein de jeux pour 6 ans qui sont malheureusement pour le jeu, heureusement pour les enfants, plus intéressants que ça en termes de choix. Je sais pas, il y a quand même quelque chose dedans, mais j'ai jamais l'impression de contrôler grand chose, ou c'est drôle parce que dans la règle ils disent mais n'hésite pas à bluffer parce que mais en fait on en a rien à faire, t'as toujours intérêt à rester le plus haut possible, et ouais, voilà, dommage, un petit raté parce que visuellement il déchire, et il y a la promesse de jouer une bulle et le vent quand même, c'est quand même fort. Une autre déception, Karma Dice. Alors celui-là, déception de fin d'année. Quand Simon du Passe-Temps recommande des trucs, je suis plutôt confiant en général, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Pour le coup, celui-là, ça m'a laissé de côté. Il y a plein de soucis. Il y a le fait, moi je suis très client de Stop ou Encore avec des dés. Je veux dire, c'est un des genres de jeux que je préfère et auquel je suis très sensible et avec lesquels je suis tolérant. Et là, ça marche même pas, alors que pourtant, franchement, faut le faire, quoi. Du coup, pourquoi dommage? Parce que édition à chier, déjà. C'est-à-dire que y a des dés bleu clair, des dés bleu foncé, des dés orange qui ressemblent aux dés rouges.
qu'est-ce qui se passe, quoi, les amis. Et également, il y a ces fameuses petites cartes qui donnent des petits pouvoirs qui sont un mode avancé. Alors franchement, enfin, ça change rien, jouez tout de suite avec. Mais si vous jouez avec, ça va pas apporter grand-chose parce que ça va juste vous donner un pouvoir qu'on peut faire, attention, une fois dans la partie. C'est énorme, hein. Et en plus, c'est pas des pouvoirs très intéressants. Mais donc, la promesse de ce jeu de Karma Dice, hein, qui est sympa, c'est qu'on va faire un stop ou encore avec des dés qui ont des pouvoirs. Et ça, c'est cool comme promesse. Et j'espère qu'il y aura un bon jeu un jour qui sera fait avec cette promesse, parce que ce sera pas Karma Dice. Parce que Karma Dice, c'est des choix tout le temps évidents, où le jeu, en termes de game design, ne nous pousse jamais quasiment à prendre des risques, où on peut être distancé, mais trop pour qu'on puisse être sauvé par le fait de prendre des risques. Et en plus, les pouvoirs des dés, finalement, sont pas si intéressants que ça. Et en fait, le truc, c'est que très très vite, on se rend compte que, non, en fait, j'ai aucun intérêt à continuer, parce que je ferais le système, donc c'est tout con, hein, c'est, à chaque fois, il faut faire un meilleur lancer que le précédent. Voilà. En plus, il y a quelques imprécisions, je trouve, sur le fait de tripler des dés ou quoi. Est-ce que je change la face du dé, ou est-ce que je change juste son résultat dans ma tête, il faut que je retienne dans ma tête, mais du coup, le dé suivant, est-ce qu'il se base sur le résultat de la face de dé, ou sur le vrai résultat? Voilà. Des petits soucis d'édition aussi, de règles, ou bien c'est moi qui ai mal compris ou mal lu, hein, c'est possible aussi, mais ouais, c'est un peu tout droit, quoi. T'es là, tu te dis, oui, je fais ça en fait, ouais, mais en fait, moi c'est pas ça que je veux dans un stop ou encore, c'est me dire, l'adrénaline, est-ce que je fais ça, est-ce que je prends ce risque, est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête, et en fait là souvent tu vas te dire, en fait oui, je m'arrête, parce qu'en fait j'ai aucun intérêt à continuer, alors qu'un stop ou encore ça doit te donner toujours cette envie de continuer, et te dire, ça vaut le coup que je continue, là non. Donc ouais, très dommage parce qu'il y a vraiment cette promesse de dé à pouvoir dans un stop ou encore qui, moi, me vendait du rêve, et ces restes se sont transformés un peu en cauchemar. On parlait de problèmes d'édition, et bien continuons avec Quickshot de Seiji Kanai, qui est pourtant un auteur que j'adore, qui a fait Love Letter. C'est illustré par Pauline Détraz, ou Détraz, je sais pas comment on le dit, et édité chez Banquise. Bon, voilà, au moins ils ont l'honnêteté de dire que c'est 3 à 7 et de dire, il y a un mode solo, mais c'est vraiment pas fait pour être joué en solo ou à 2. Quickshot, donc, jeu assez quelconque qui se place un peu dans la lignée d'un Roi des 12 au niveau de... C'est un jeu de guessing où tu vas jouer un peu... et tu vas voir ce qui se passe, voilà. Avec quand même la première... le leader, je crois qu'il s'appelle, qui joue face visible, donc les autres peuvent réagir un peu à ça. Ça reste très très random, ce qui est pas grave, il y a plein de jeux très random que j'aime bien. Celui-là, c'est raté, parce que les effets sont pas ouf, parce que la résolution est pas très enjaillante, parce que également, alors il y a ce système où il faut gagner la dernière manche, ça c'est plutôt rigolo, il y a un côté un peu Battle Royale où il faut survivre, voilà, il y a un gros problème d'édition, parce que, en fait, qui déjà le jeu en tant que tel ne m'intéresse pas plus que ça, et je trouve que les émotions qu'il procure sont assez faibles, mais il y a un petit souci d'édition qui vient un peu mettre tout ça à la poubelle, c'est 8 cartes je crois, 8 cartes il y a dans le jeu, qui ont des effets, et il y en a plein où en fait c'est pas le même wording, où on n'utilise pas le même vocabulaire pour désigner une même chose, et qui pose des questions, et sur un jeu de 5 minutes aussi simple que ça, c'est inadmissible de se planter à ce point. Enfin, je veux dire, c'est pas possible que sur un jeu comme ça on arrive et puis on se dise attends, on met en pause, on va aller voir sur les forums BGG, on n'a pas la réponse, et puis il y a plein de petits trucs qui se contredisent et on sait pas exactement. Donc dommage de la part de Banquise pour le coup, qui ont rendu un truc pas clair du tout, et contrairement au Roi des 12, le Roi des 12, moi je m'éclate avec les phases 2D qui se retournent et tout, les effets qui se déclenchent. Là non, je m'amuse pas parce que je sais pas, il y a un truc qui prend pas et en gros on résout et puis on dit voilà, je suis éliminé, soit je suis encore en vie, soit à la limite je préfère jouer à Invino Morte, quitte à jouer à un jeu con et où c'est un peu random, je préfère Invino Morte à Quickshot, largement. Il nous reste les deux plus grosses boîtes, là, la Guilde des Expéditions Marchandes et Sur les Traces de Darwin. On va commencer par celui-là, donc un jeu de Grégory Gras et Mathieu Verdier chez Sorry We Are French, avec David Sidbon et M. Briand, je sais pas le prénom de M, vous l'avez en dessous. Pour le coup, l'édition nickel, très joli jeu, en termes d'illustration, je trouve ça super beau, tout est clair, on se pose très peu de questions quand on joue, également, les plateaux sont bien organisés, il y a cette petite appendice qui ramène plein de trucs, le thème est sympa. Malheureusement, le problème c'est qu'en termes de jeu et de plaisir et d'émotion, on est sur le calme plat. Vous voyez, ce bateau, il n'y a pas beaucoup de vagues dans ce jeu. Et il y a plein de jeux que j'aime bien. Alors on va me dire oui, mais non, parce que alors il y a une espèce de simili-système de rondelles, là où on peut avancer de 1 à 3, je crois, son bateau pour prendre une des tuiles de la ligne où il atterrit.
ce qui permet un peu de blocage. En vrai, moi je trouve assez peu. Alors vous allez me dire, oui, non, mais n'attends pas une rondelle à la McGuertz, on n'est pas sur Imperial ou sur Concordia, enfin non, Concordia c'est pas une rondelle, mais on n'est pas sur Imperial ou sur Navigador, on est sur un jeu beaucoup plus accessible, qui vise un public familial. Tu ne peux donc pas en attendre la même chose. Moi ce que je peux en attendre, c'est qu'il me plaise et qu'il me procure des fenêtres de choix et des décisions qui ont de l'enjeu. Et des jeux accessibles et familiaux savent le faire. Sur les traces de Darwin, ne le fait pas. Et ne me procure aucune émotion, ne me donne pas l'impression d'être très acteur de ce que je fais. Alors oui, c'est moi qui vais choisir mes tuiles, c'est moi qui vais choisir mes axes, notamment ce qui est cool, c'est qu'on peut délaisser complètement certains axes, en se disant je vais me concentrer là-dessus, et puis je vais empiler mes tuiles, ou bien je vais remplir un peu partout, ou bien je vais aller chercher des personnages, ou bien je vais aller chercher des contrats. C'est bien qu'on puisse un peu laisser certains trucs de côté, moi ça je trouve ça plutôt... c'est quelque chose que j'ai tendance à préférer, plutôt que de dire bon bah fais un peu de tout et ça va te faire le même score que tout le monde. Là non, j'aime bien le fait qu'il faille choisir et qu'on puisse choisir. Reste qu'en fait, chacun des trucs sur lesquels qu'on va choisir, moi, me procure rien, ils me paraissent pas intéressants. Donc, ok, je peux choisir, mais choisir entre l'ennui mortel ou l'ennui total, écoute, ça reste de l'ennui. Donc dommage, parce que Grégory Grard, ouais, c'est Momanin, que moi j'avais adoré, et qui me procure de fortes émotions, et qui est pour moi un très très bon jeu des dernières années. Mathieu Verdier, je suis beaucoup moins familier de sa ludographie. Donc ouais, belle édition, mais ben voilà, c'est pas l'édition qui fait un jeu, ça participe au plaisir d'un jeu, mais il y a quand même une base qui pour moi est pas assez solide pour en faire un bon jeu. Et donc le dernier de cette liste, c'est la Guilde des Expéditions Marchandes. Alors, on a parlé déjà de Matthew Dunstan dans cette vidéo sur les déceptions, il est accompagné par Brett J. Gilbert, son comparse de toujours, édité par AEG, localisé par Aurelie Games, et cette grosse boîte, alors qui a un peu de style, hein, c'est marronasse et tout, mais moi j'aime bien les cartes qu'il y a à l'intérieur. C'est un roll and write vendu 45 balles, et qui en plus pose des problèmes à cause de ses cubes, parce que du coup c'est un peu fiddly, comme disent les anglais, c'est-à-dire que c'est gigotant, et que du coup c'est relou. Il y a là-dedans quand même quelque chose de bien, c'est un flip and write tout con, hein, qui ne propose pas vraiment de nouvelles sensations, il reprend certains trucs de Explorers de Phil Walker Harding, qui était un flip and write. Tout n'est pas acheté dedans, tout de même. Il y a notamment le système de... Alors, ici c'est les expéditions, alors qu'en anglais c'est Merchant Explorers. Et l'exploration, on la ressent un petit peu. Parce qu'il y a les 4 manches, et où, petit à petit, si on pose des villages, on va pouvoir repartir d'un peu plus loin, et ça, j'aime bien le sentiment d'aventure et d'exploration que ça peut procurer. Il y a aussi ces espèces de petits trucs asymétriques avec des cartes spéciales qu'on va pouvoir avoir petit à petit dans les manches, et où va y avoir une espèce de montée en puissance parce qu'on va avoir de plus en plus de cartes puissantes à activer. Ça c'est plutôt cool. Après en termes sinon de système de jeu, c'est du classique, du vu, revu, je retourne une carte, je pose sur le territoire, ça existe déjà, et pourquoi faire ça dans une boîte à 45€ avec des plateaux, si ce n'est de la surproduction qui est là pour mettre de la poudre aux yeux, alors que effectivement bah, ça aurait pu être, ça apporte aucun plaisir de jeu pour moi, à part le fait que effectivement les maps sont belles, mais j'aurais largement préféré, en termes de maniabilité et tout, et comment dire, d'ergonomie, de cocher des trucs plutôt que d'avoir à poser des cubes qui vont bouger dans tous les sens et qui en plus vont cacher plein de trucs, ce qui est pas pratique parce qu'en fait, c'est en gros, je crois qu'on pose un village quand on a recouvert toutes les couleurs d'une région, et si c'est illisible, c'est un problème. Donc bah voilà, Matthew Dunstan, Brett J. Gilbert, ils savent faire des bons jeux, Elysium en est la preuve, ils savent aussi faire des jeux très quelconques, la Guilde des Expéditions en est malheureusement aussi la preuve. Voilà, je ne sais pas ce que tu viens de regarder, si c'était les top à 2, les meilleurs jeux solo, les déceptions ou quoi, en tout cas j'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à commenter tout ça dans les commentaires, à partager et compagnie, je m'attarde pas. Encore une fois, il y a d'autres vidéos sur les sorties de 2023, que ce soit francophones ou non, qui sont en lien dans la description ou sur la chaîne, ou bien il y a la grande vidéo, si vous êtes courageux ou courageuse et que cette vidéo-là vous a motivé, tout y est chapitré, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Bonne année ludique, mais bonne année de manière générale, prenez bien soin de vous, ciao!